On va passer à l'étape suivante qui concerne l'assainissement et les nouveaux enjeux liés à cet assainissement avec des contributeurs d'Eau de Paris, de Suez et de Veolia, avec à chaque fois une thématique spécifique. On va commencer avec vous, Laurent Moulin d'Eau de Paris, parce que vous avez fondé un réseau qui est, enfin vous êtes cofondateur, le réseau Aubépine, qui suit la charge épidémique dans les stations d'épuration. Alors c'est un sujet d'actualité, vous avez vu qu'on intervenait masqué ou quand on se démasque, on est à plus de 2 mètres là, les uns des autres sur cette scène. Et puis malheureusement, c'est ce qui nous pousse aussi à ne pas pouvoir échanger en direct dans cette salle du musée des Confluences. Heureusement qu'on a ces dispositifs numériques pour pouvoir tout de même échanger. Alors, effectivement, il y a la question sanitaire de la qualité de l'eau potable pour la santé des concitoyens, qui doit rester de bonne qualité, bien entendu. Mais on le disait, sur les réseaux d'assainissement, il y a aussi moyen d'avoir un regard sur la façon dont, enfin, un regard sur la santé en fait des citoyens et la façon dont le virus, par exemple de la Covid, se diffuse. En tout cas, quelle est la charge virale. Est-ce que vous m'entendez bien, Laurent Moulin? Vous êtes en Oui, visio, à distance. oui, oui. Très bien, très bien. Super. J'espère que vous m'entendez aussi. Voilà, et donc racontez-nous ce que vous avez développé avec le réseau Aubépine. Alors, le réseau Bépine, alors, bon, déjà, Laurent Moulin, je suis à Haute-Paris, donc on est, nous, un établissement public qui est en charge de l'eau potable et on s'est intéressé à cette eau usée puisque on travaille sur les virus dans l'environnement, les virus humains dans l'environnement depuis maintenant bien une quinzaine d'années. Et on avait développé tout un tas d'outils qui avaient déjà démontré l'intérêt du suivi des eaux usées comme indicateur de l'état sanitaire de la population. Donc on avait bien démontré que ça marchait bien pour la gastroentérite. Et au début de cette épidémie de Covid-19, on s'est dit qu'on allait pouvoir suivre le génome de SARS-CoV-2 dans les eaux usées, voir si on avait une idée de la dynamique de l'épidémie. Et puis, très vite, on a vu que c'était intéressant et on s'est rassemblé à plusieurs équipes de recherche autour de cette thématique et on a fondé ce réseau, donc le réseau Aubépine, pour Observatoire épidémiologique dans les eaux usées, qui est un réseau qui regroupe un grand nombre d'entités. Je voulais dire l'IRBA, donc l'Institut de recherche biomédicale des armées, 3 équipes de Sorbonne Université, des mathématiciens, Yvon Matet, du Vincent Maréchal, virologue, et Jean-Marie Mouchel, hydrologue, des gens de l'Ifremer à Nantes, et puis le laboratoire de Nancy-Lorraine, qui était très important dans le projet aussi. Et donc, tous ensemble, on a proposé au gouvernement de suivre bien la dynamique de l'épidémie via le suivi des stations d'épuration sur toute la France. Et on a eu un financement du ministère de la Recherche de 3 millions d'euros qui nous a permis de lancer ce projet et de suivre actuellement 150 stations sur tout le territoire, nous permettant de produire une fois par semaine des rapports qui sont assez informatifs sur la dynamique locale, en tout cas régionale, de l'épidémie. C'est une question assez aiguë parce qu'on en parle là plus que quotidiennement à la radio. C'est même devenu un sujet vraiment très, très présent Oui. dans les médias. Vous êtes venu avec quelques visuels pour nous expliquer comment ça fonctionne. Alors, quand je dis vous êtes venu, vous n'êtes pas Oui, vraiment venu puisque vous êtes à distance, mais vous avez malgré tout produit des malheureusement. visuels pour nous expliquer comment on détecte le SARS-CoV-2 dans les eaux usées et de quelle manière, sur un point de vue Oui. épidémiologique, on peut travailler ces données. Ouais, alors je ne sais pas si c'est. Moi, j'ai partagé mon écran ou on fait Eh bien, comment? Je allez-y, vais commencez partager à mon commenter. écran. Je suis persuadé qu'en régie, on va faire le nécessaire pour voir. Non, non, mais Ah, c'est vous qui manipulez. Pardon, on me eh fait ben, signe, je eh me ben, trompe. je Allez-y, partage et partagez normalement, votre écran. normalement, ça doit bien marcher. Voilà. Voilà, En ça plus, marche j'ai le très bien. retour visuel. Voilà. Donc l'idée, voilà, j'ai passé un petit peu vite. La première discussion qu'on peut avoir, c'est pourquoi est-ce qu'un virus respiratoire se retrouve dans les eaux usées? Eh bien, parce que très vite au début de cette épidémie, on s'est rendu compte qu'il avait une forte propension à se répliquer aussi dans le tube digestif et à être excrété dans les selles pendant des temps et à des concentrations tout à fait équivalentes à ce qu'on peut trouver dans les prélèvements nasopharyngés. Ce qui explique pourquoi on la retrouve à de fortes concentrations dans les eaux usées. Ce qui a amené très très vite une question qui était est-ce qu'il est problématique pour les gens qui travaillent? Et c'était un petit peu comme ça qu'on a eu nos premières relations avec les exploitants et les collectivités. C'était est-ce que nos agents qui descendent en égout ou est-ce que nos travailleurs des stations d'épuration sont exposés à ce virus? Alors je crois que la réponse était un peu longue à sortir, mais globalement ce qu'on peut dire c'est que il y a très très peu de virus infectieux dans les selles et dans les eaux usées, et donc c'est vraiment pas une voie d'exposition majoritaire. Bon, il y a peut-être que quelques équipes
qui peuvent le dire, mais globalement, c'est vraiment pas la question principale. L'intérêt du suivi des eaux usées, c'est vraiment d'un point de vue épidémiologique. Bon, là, c'était pour vous montrer ce qu'on avait déjà démontré, qu'on pouvait suivre les gastro-entérites en suivant les virus de gastro-entérite, donc les norovirus, par exemple, dans les eaux usées. Et ça, on l'avait démontré en 2015 et ça marchait très, très bien. Et ce qu'on avait conclu, c'est que la charge virale reflétait l'état de la population. Mais je vais essayer d'arriver un petit peu au réseau Bépine en lui-même. Alors, le réseau Bépine, on a essayé de travailler avec plusieurs laboratoires, hein. Il y a pour l'instant 9 équipes. Alors, mon transparent date un peu, il y a même maintenant 11 équipes, mais il y en a 9 qui font des analyses sur toute la France. Pourquoi si peu d'équipes? Alors, on a très vite ouvert les essais à beaucoup d'entités, hein, notamment des laboratoires départementaux, et il y en a plein qui sont rentrés dans les essais. Néanmoins, c'est une technique qui est un petit peu complexe. Il y a beaucoup d'inhibiteurs dans les eaux usées, enfin d'inhibiteurs de choses qui vont gêner la méthode de détection. Et donc, il faut beaucoup travailler à bien fonctionner. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs formes de virus, mais je ne vais pas, à la lumière des discussions qu'on a eues précédemment, je pense je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je veux juste expliquer, c'est que la méthode de prélèvement et la méthode analytique est très importante. Il y a effectivement un grand nombre d'équipes dans le sud de la France ou à plusieurs endroits qui ont décidé de suivre sur des prélèvements ponctuels. Ce que dit l'Union européenne, ce que dit la communauté scientifique, c'est que le prélèvement ponctuel est vraiment très difficile à suivre et à exploiter, notamment quand on veut travailler d'un point de vue dynamique. C'est un exemple ici sur ce graphique qui est, je pense, un peu essentiel, qui est pour vous montrer que c'est sur un même prélèvement fait pendant 24 heures, donc toutes les heures, on voit une fluctuation de 10 fois supérieure et 10 fois inférieure. Donc, on a une gamme de 100 fois d'écart de 100 fois entre un même point sur une seule journée. Et donc, c'est difficile de dire aujourd'hui, c'est plus fort qu'hier quand on a une incertitude de 100 fois. Et donc, c'est très important de travailler sur des prélèvements 24 heures. C'est ce que recommande l'Europe maintenant depuis sa recommandation qui est parue jeudi il y a 10 jours et que nous, on recommande dans ce réseau Bépine national de suivre. Les prélèvements ponctuels sont vraiment difficiles à exploiter. L'autre idée, là, c'était de montrer le travail qu'on fait avec les différents laboratoires pour avoir des résultats cohérents. Et voilà ce qu'on arrive à faire, c'est la carte météo, je dirais, des eaux usées avec les stations qui ont peu de virus, celles qui en ont beaucoup, hein, et on voit que ça reprend un peu cette transition nord-sud et est-ouest de la France. Et puis des petites flèches qui donnent un peu sur la dynamique, est-ce qu'on augmente ou pas, même si actuellement, ça augmente un peu partout et c'est un peu chargé un peu partout, malheureusement, d'où cette absence de rencontres en direct aujourd'hui. Voilà, ça, c'est les graphiques qu'on envoie aux collectivités, hein, par exemple, ici, c'est sur l'Île-de-France. On peut voir que la première vague a été détectée de façon extrêmement précoce dans les eaux usées, puisque avant même que les indicateurs sanitaires commencent à augmenter, on avait déjà observé cette augmentation dans les eaux usées. Et puis, on est moins dépendant de certaines fluctuations des indicateurs sanitaires, notamment l'incidence. Par exemple, à Noël, qui a beaucoup fluctué, lié aux gens qui allaient se tester pour Noël, qui habituellement ne se testaient pas. Donc, on a eu une explosion du nombre de tests qui a un petit peu troublé les indicateurs. Voilà, je ne vous parlerai pas de l'île-dieu parce que si on voit dans les questions, ça revient. Et puis, on ne parlera pas non plus des variants, mais on a un suivi des variants qui permet de voir que la reprise, par exemple, de la dynamique en Île-de-France est probablement liée à une augmentation du variant anglais, comme on dit, sur l'Île-de-France et probablement dans d'autres régions. Voilà, puis ça, c'est tous les gens qui font partie du réseau Bépine et qui produisent ces travaux et qui donnent beaucoup de temps parce que c'est un réseau assez compliqué à mettre en œuvre. Ça ne fait qu'un an qu'il existe et on a déjà produit plus de 5000 analyses et plus de 800 rapports, je crois, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Voilà, j'étais un peu rapide, mais je pense que ça reviendra aux questions si vous voulez. Ah, justement, non, vous faites bien, c'est une très bonne synthèse, Laurent Moulin, et ça indique qu'avec ces eaux usées, on arrive à avoir des informations d'une grande fiabilité. En tout cas, ça vient très clairement éclairer le développement de ce virus. Et c'est intéressant, évidemment, pour appuyer les décisions publiques. Alors, c'est vrai que là, ça me fait penser aux données de l'INSEE, on ne peut pas dire c'est anonymisé, hein, on ne sait pas qui est à l'origine, mais enfin, on sait que c'est une charge globalement virale qui est bonne ou pas bonne, hein. Et voilà, vous l'avez dit, ça réagit assez bien. Est-ce qu'il y a des questions, Hakim? Pas de questions de ce côté-là. Laurent Moulin, plus largement, là on vit le SARS-CoV-2. On a quand même un petit rêve qui est de s'en débarrasser. Est-ce que ça va pouvoir servir aussi à l'avenir pour apprécier d'autres situations, éventuellement avoir des informations sur un état sanitaire, voilà, on pourrait imaginer des déclinaisons autres que pour le SARS-CoV-2, même si là, ça s'est mis en place en urgence avec une crise sanitaire dont on se serait bien passé.
Ah bah c'est une excellente question. Alors, la complexité de ce réseau, la mise en place, ce réseau qui regroupe des mathématiciens, des virologues, des gens qui font de l'environnement, 150 collectivités qui se sont inscrites avec nous. Alors, il y a des collectivités en régie publique, des collectivités comme en Île-de-France ou ailleurs, des collectivités en délégation, Suez, Veolia, SOR, on a tous travaillé ensemble pour essayer voilà, de construire ce réseau. Et justement, l'idée, c'est de continuer d'avoir une sorte d'observatoire national des eaux usées, de construire sur les compétences scientifiques qui ont été mises en place. Encore une fois, c'est ce que je disais, c'est pas des questions simples. La virologie dans les eaux usées, dans l'environnement, c'est quelque chose qui, il y a encore 3 ans, on devait être 5 ou 6 équipes scientifiques à travailler là-dessus. Alors maintenant, tout le monde s'est penché sur le sujet, mais voilà, ça demande un certain travail. Et justement, essayons de construire sur ce travail qui a été fait pour pérenniser ce réseau et travailler sur d'autres suivis. Alors, on peut imaginer bien sûr les gastroentérites, mais il y a probablement d'autres épidémies qui malheureusement nous toucheront. Et donc, de fabriquer des bibliothèques d'eau usée, travailler sur les nouveaux variants, les nouveaux types de virus sont des choses importantes qu'on veut conserver et qu'on essaie de construire dans ce réseau. Très brièvement, Hakim, je crois qu'on a une question sur le fil. Oui, j'en profite pour rappeler que si vous souhaitez que tout le monde puisse connaître votre question, il faut cocher l'option tous les panélistes et les participants pour que tout le monde puisse la lire. Alors, c'est une question de monsieur ou madame Brunet qui nous dit « Je fais partie d'une collectivité dont la STEP est dite fille. Est-il possible de connaître les conditions ou pas du déclenchement d'analyse sur cette STEP ?» Alors, une step fille Alors, déjà, Laurent Moulin. C'est excellente question. Je n'avais pas abordé le sujet. Comment on a choisi les 150 stations qui sont actuellement suivies? Eh bien, ça n'a pas été fait. C'est pas un travail fait au hasard. Il y a eu tout un travail statistique et mathématique pour essayer de trouver les 150 qui représenteraient au mieux la population française en termes de taille, d'étudiants, d'écoles, de mouvements pendulaires et d'effets touristiques. Et donc, ils ont défini. Enfin, l'équipe mathématique a défini 150 stations dites mères. Qui étaient celles qu'on devait suivre en priorité. Et chaque station mère était raccordée à un certain nombre de stations filles qui ne sont pas forcément proches localement, mais qui avaient les mêmes caractéristiques, je dirais, socio-économiques et physiques, on va dire, qui faisaient que si on avait si on a une explosion dans une station mère, on allait suivre dans les stations filles, voir si c'était un effet particulier. Alors, la difficulté qu'on avait, c'est en construisant ça, c'est que normalement, on n'imaginait pas que toutes les stations mères allaient s'allumer en même temps et qu'on allait pouvoir répartir nos forces analytiques sur un certain nombre de stations mères et un certain nombre de stations filles. Là où on n'a pas de chance, c'est que l'épidémie, la vague épidémique est assez synchronisée sur toutes les stations qu'on suit. Et donc, le démarrage des stations filles, pour répondre enfin à la question, est un petit peu plus long que prévu et ne démarrera que quand on aura une capacité analytique, c'est-à-dire d'autres laboratoires qui nous auront rejoints plus importants. Alors, il y a eu des essais interlaboratoires il y a une dizaine de jours qui ont donné une bonne satisfaction, qu'il y a plusieurs laboratoires qui vont nous rejoindre et donc on va pouvoir monter, avoir plus de capacité analytique et donc pouvoir commencer à proposer à certaines stations filles des suivis, même si le financement étant pas super extensible, il faudra qu'on voie avec nos financeurs, donc avec le ministère de la Recherche et ou de la Santé, comment est-ce qu'on traite cette problématique-là. Voilà. Voilà, une autre dernière question, Hakim, sachant que vous pouvez aussi d'ailleurs plus tard, Laurent Moulin, si vous en êtes d'accord, répondre à certaines questions qui sont sur le fil de discussion, parce que je vois qu'il y en a un certain nombre qui s'affichent. On ne pourra pas toutes les prendre. Tout à fait. Alors, deux questions en fait. Vous nous avez parlé d'une méthode qui permet d'évaluer justement la charge en termes de virus, mais est-ce que la méthode permet également d'évaluer la charge en termes de produits pharmaceutiques, antibiotiques, etc., d'une part. Et j'ai une autre question aussi pour savoir si les résultats sont effectués en sortie de STEP, en fait, ou plutôt à l'amont. Alors, deux questions. La première, c'est qu'il y a déjà des projets scientifiques de suivi des médicaments ou de différentes molécules chimiques produits du métabolisme humain ou des activités humaines. Alors, c'était un projet scientifique européen, je crois qu'il y avait le projet Norman, mais il y en a eu d'autres. Je crois que dans votre région, il y a des gens comme Cipibel qui se sont intéressés à regarder un petit peu la caractérisation
je dirais, des produits chimiques dans les eaux usées. Donc, nous, on ne s'intéresse pas réellement à cette problématique. On est plus sur la dynamique de l'épidémie et donc sur les pathogènes et actuellement sur le SARS-CoV-2. Deuxièmement, est-ce que sur les sorties de stations, alors on l'a fait à quelques endroits, puisque se rajoutent au sein du projet OVEPIN des questionnements plus spécifiques sur plus scientifiques, on va dire des petits projets scientifiques. Il y avait eu, est-ce qu'on trouvait du virus dans les eaux côtières, dans l'eau salée, et est-ce qu'il y avait une bioconcentration dans les bivalves? Donc ça, c'était plutôt porté par l'IFREMER. Alors la réponse est principalement non, il n'y a pas de virus. Même le génome viral survit très très peu dans les eaux salées et ne se concentre pas dans les bivalves, ce qui était une bonne nouvelle. Sur les stations d'épuration, eh bien, ce qu'on a pu voir, c'était qu'un peu comme pour tous les virus, et comme le répond monsieur Fresnel, oui, effectivement, il y a un abattement assez faible des stations vis-à-vis de ces pathogènes. Elles ne sont pas designées pour ça. Il y a très, très peu souvent de la désinfection en sortie de station, sauf cas particuliers. Zone conchilicole ou autre. Et donc, on a un abattement, mais qui est lié à finalement la dégradation naturelle de ces génomes viraux dans l'environnement, hein, qui est plus forte qui est plus forte à température ambiante qu'à 4 degrés, et qui dépend un petit peu des endroits. Mais on peut retrouver du virus en sortie des stations, du génome viral, encore une fois, ce n'est pas du virus infectieux, mais c'est des traces de ce virus. Et c'est quelque chose d'assez, je dirais, d'assez normal d'en trouver un petit peu en sortie des stations. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Moulin. On va se pencher sur un autre sujet concernant la question de l'assainissement, qui est la vision de stations d'épuration. On peut les imaginer, on sait qu'elles existent déjà, on les développe, qui ne sont pas isolées et qui ont pour seule fonction d'apurer les eaux, mais qui vont avoir une fonction, qui vont élargir un petit peu le champ de vision et avoir une fonction d'alimentation en énergie. On en a déjà parlé un petit peu ce matin, ou de valorisation de certains matériaux. Alors, on va en parler avec Mathieu Delahaye de Suez. Mathieu Delahaye, bonjour. Vous êtes chef de marché protection de la ressource et milieu aquatique. Et effectivement, on est sur des stations d'épuration de nouvelle génération et qui vont avoir une fonction qui est beaucoup moins isolée, qui n'est pas uniquement, hein, encore une fois, de nettoyer les eaux usées, même si bien sûr ça reste, mais qui va être aussi de produire dans une vision d'économie circulaire. Oui, bonjour. Tout à fait comme on l'a vu avec Monsieur Moulin. Par exemple, les eaux usées peuvent nous donner des caractéristiques, des informations qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. Un peu comme pour les stations d'épuration, il y a quelques années, pensait que ça servait qu'à épurer. Finalement, il y a d'autres utilités. Et je vais vous en parler un plus en détail en présentant des PowerPoint. Voilà, c'est des usines, des usines de traitement un peu futuristes, même si elles voient déjà le jour, hein. On est déjà sur l'installation d'usines de ce type. Oui, tout à fait. C'est des applications qui existent déjà, que je vais détailler un petit peu. En fait, voilà, on reste quand même sur l'utilisation principale de la station d'épuration qui vise à épurer, donc à traiter l'eau usée pour protéger le milieu récepteur. Mais on voit aussi d'autres applications, enfin d'autres intérêts à la station d'épuration, qui finalement devient ce qu'on appelle nous une biofactory, c'est-à-dire une usine à fabriquer de la ressource. Alors, ça peut être de l'énergie, ça peut être des nutriments, ça peut être des biosolides, donc des bouts, mais qui vont servir à apporter des nutriments ou de l'énergie au territoire, de l'eau aussi, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'eau qui rentre sur une station d'épuration. L'intérêt serait de la récupérer. Donc, on voit finalement il y a toujours cette activité d'épuration, mais on va rajouter d'autres utilités, sans évidemment modifier le fonctionnement des stations, mais en ayant plus de valeur ajoutée. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Tout d'abord, sur la réutilisation d'eau usée traitée. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça a été mentionné, mais il y a de plus en plus de périodes de sécheresse en France. Voilà, on a eu en 2019 quasiment la totalité des départements français qui ont été placés en vigilance sécheresse, une quarantaine qui ont été en état de crise, avec des arrêtés de restriction des usages de l'eau. Donc, il y a un besoin de solutions, de ressources alternatives pour contrer ce stress hydrique. Et donc, il y a la réutilisation d'eau usée traitée peut être une solution. Donc, récupérer l'eau en sortie de station d'épuration, la traiter un peu mieux, ou des fois le traitement est suffisant parfois sur les stations existantes, pour en faire un deuxième usage. Donc, par exemple, de l'arrosage de golf, comme c'est fait sur Agde. On fait également de l'arrosage de jardins publics sur Orléans. On met en œuvre de l'irrigation agricole, donc sur une ferme près de Paris.
Voilà, donc des usages, les 3 premiers sont des usages qui sont réglementés actuellement. Donc, il y a une réglementation française pour les usages sur le golf, sur les jardins publics, et une réglementation européenne sur tout ce qui est irrigation agricole. Néanmoins, il y a des usages qui ne sont pas encore réglementés. Donc, on travaille aussi avec le ministère pour voir comment on peut réglementer ces usages-là. Et il y a des essais qui sont en cours, notamment des essais d'usage urbain qu'on réalise à Cannes, notamment pour le lavage de voiries. Donc là, c'est utiliser de l'eau de la station pour nettoyer les voiries. Ça peut être aussi pour nettoyer les véhicules. Ce qui est déjà fait d'ailleurs sur Bora Bora. Alors, c'est un exemple lointain peut-être, mais ça montre que c'est réalisable, qu'il n'y a pas de, si c'est fait dans les bonnes conditions, il n'y a pas de danger sanitaire. Donc, c'est utilisé pour laver les véhicules là-bas. C'est aussi utilisé pour des utilisations industrielles comme la formulation du béton. Donc, voilà, des usages finalement assez multiples pour de l'eau usée. Et si on regarde vraiment à l'international, on va retrouver des utilisations industrielles pour de l'eau de chaudière, de l'eau de refroidissement, de la réalimentation de nappes pour refaire de l'eau potable. Donc, vraiment un panel d'utilisation assez important. Et malheureusement, avec le dérèglement climatique, je pense que ça va être une solution qui sera de plus en plus nécessaire, hein, pour lutter contre les stress hydriques au niveau local. Donc, un premier exemple sur l'eau. Deuxième exemple sur l'énergie. On en a parlé, monsieur Pernaut en a parlé sur Valence. On réalise avec les méthanisations la production de biogaz. Si on traite ce biogaz, on peut séparer le méthane du CO2 et des autres impuretés, et on peut réinjecter ce méthane dans le réseau de gaz naturel, donc ça va devenir du biométhane. Et actuellement, il y a une vingtaine de stations d'épuration qui sont équipées par des postes de production de biométhane, 14 qui ont été mis en place par Suez, et Suez va d'ailleurs en rajouter 9 en service assez rapidement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment en croissance, hein, et ça fait quelques années que ça se développe, hein, de produire de l'énergie verte sur les stations d'épuration. Néanmoins, il y a quand même un risque, c'est que c'est relié à des tarifs régulés, un peu comme la plupart des énergies renouvelables. Néanmoins, voilà, il y a des discussions en cours sur le devenir de ces tarifs d'achat. Et donc, voilà, en fonction de ce qui va advenir de ces nouveaux tarifs de rachat, ça pourrait ralentir ou accélérer ce développement. Si on passe cette fois sur la partie nutriments, donc côté engrais, on a dans l'eau usée des nutriments, du phosphore, de l'azote, qui généralement sont plutôt vus comme une contrainte. C'est quelque chose qu'on cherche à éliminer pour ne pas perturber le milieu récepteur. Et en fait, on s'est dit, vu que le phosphore est une matière jugée cruciale pour la communauté européenne, c'était considéré comme un élément critique, puisqu'en fait l'Europe ne dispose pas de ressources en phosphore, et les ressources en phosphore sont des ressources finies, et de plus le phosphore n'est pas un élément qu'on peut remplacer. Il n'y a pas un élément qui pourrait remplacer, si un jour il n'y a plus de phosphore, qui pourrait remplacer cet élément. Donc il est important de mettre en place du recyclage. Et on le voit sur les eaux usées, on peut développer des réacteurs qui vont chercher à concentrer le phosphore qui est présent dans les eaux usées, à le cristalliser et donc en faire un engrais qui s'appelle l'astruvite. Vous avez ici un exemple de la station qu'on vient de finir sur Mulhouse, donc qui est en route, hein, la production de struvite sur cette station d'épuration. Et l'intérêt, c'est qu'on a un engrais qui est disponible localement. En plus, l'astruvite maintenant est reconnu comme un produit au niveau de l'Europe, donc on peut aussi le vendre dans les pays alentours, hein. Il peut être transporté et vendu. Et en plus, ce produit est finalement plus pur que les produits issus des minerais. Par exemple, je vous ai mis les concentrations des minerais marocains, où on retrouve pas mal de métaux lourds, contrairement à ce qu'on va retrouver dans l'astruvite produite par une station d'épuration, où finalement on est très très inférieur aux concentrations qu'on trouve dans le minerai de phosphate. Donc voilà, c'est une application de récupération de nutriments sur une station d'épuration, quelque chose aussi intéressant au niveau local. Si on avait regardé le phosphore, on peut regarder aussi l'azote. L'azote qui est généralement produit de manière industrielle par des procédés qui sont
très générateurs de CO2, de gaz à effet de serre, par le procédé Haber-Bosch. Si on peut avoir une source bio de sulfate d'ammonium, c'est quand même plus intéressant, donc avec aussi peu de production de CO2. Donc là, on a des installations qui peuvent récupérer l'ammoniac de l'eau usée ou de digestat via du sulfate d'ammonium, donc en faisant une étape aussi de concentration. Alors sur les stations d'épuration, toutes les stations d'épuration ne sont pas adaptées pour récupérer cet engrais, parce qu'il faut quand même des concentrations assez élevées, notamment dans les centrales de digestion. Néanmoins, quand on a des traitements de boue assez avancés, traitements thermiques, on va se retrouver avec des concentrations élevées en azote, et donc ça devient intéressant économiquement de récupérer le sulfate d'ammonium, enfin de produire du sulfate d'ammonium. Et pour finir, pour montrer aussi que, voilà, les choses avancent, il y a encore d'autres solutions qui sont en développement et qui sont maintenant demandées aussi dans le cadre d'appels d'offres, hein. Je vous présente ici l'appel d'offres de Pau Béarn-Pyrénées. C'est une station d'épuration où le client souhaite faire une méthanisation, donc avec injection de biométhane. Donc on l'a vu, c'est quelque chose qui se fait maintenant en France de manière assez courante. Mais en plus de ça, il y a aussi une synergie par rapport au territoire, avec récupération d'énergie sur l'unité de valorisation énergétique qui est à proximité de la station d'épuration. Donc la station d'épuration est vraiment intégrée dans son territoire. Elle va chercher de la chaleur au niveau de cette UVE. Et dans l'autre sens, elle va envoyer les boues se faire incinérer dans l'UVE. Donc il y a un échange entre la station d'épuration et l'UVE de manière bénéfique. Sur la production de biogaz, on va séparer donc méthane et CO2. On va récupérer le CO2. On va chercher à le recombiner pour refaire du biométhane. Et pour ça, on va utiliser l'électrolyse de l'eau. On va faire, donc on va casser la molécule d'eau, on va récupérer de l'hydrogène. L'hydrogène, on va le recombiner avec les off-gas de la production de biogaz. Et on va faire, via une réaction qui s'appelle la méthanation, on va recombiner du méthane qui va être réinjecté aussi dans le réseau de gaz naturel. Donc voilà, c'est une façon finalement de récupérer le maximum de choses sur la station d'épuration. Et dans l'électrolyse de l'eau, on va aussi produire de l'oxygène. Et bien cet oxygène, on va le réinjecter dans le bassin de traitement biologique pour ne pas le perdre et consommer aussi moins d'oxygène. Donc voilà, tout un cercle vertueux finalement sur la station d'épuration, avec maintenant plein de possibilités de récupérer à la fois de l'énergie, des engrais, pour ne moins consommer et aussi avoir une ressource locale. Merci beaucoup, Mathieu Delahaye. Alors, c'est d'autant plus intéressant que finalement, on transforme des inconvénients en avantages, parce que quand on ne faisait pas ça, on avait effectivement des produits qui allaient dans l'environnement et qui posaient souci. Donc là, non seulement on peut davantage régler des problèmes, mais en plus, on a des atouts associés. Hakim Barek, alors pas de questions pour le moment. Restez en ligne, Mathieu Delahaye, si jamais il y avait des questions sur ces nouvelles façons d'articuler, on l'a vu, hein, les stations d'épuration avec leur environnement. C'est quand même prometteur parce que ça permet d'illustrer, on parle toujours d'économie circulaire, mais on voit que ce n'est pas uniquement des propos. On peut aller vers une économie circulaire, même si on sait qu'au niveau énergétique, il va falloir travailler avant tout la modération et réduire nos consommations d'énergie. Même ces solutions technologiques qui sont fascinantes ne suffiront pas évidemment à remplacer notre trop grande consommation d'énergie. Mais c'est intéressant et puis ça montre le rôle des stations d'épuration dans leur environnement. Ça crée des chaînes vraiment très vertueuses. Alors, on parlait d'environnement beaucoup aujourd'hui, on a bien raison de le faire parce qu'il faut préserver la ressource. On sait que parmi les dangers qui touchent la ressource, ils sont nombreux, il y a aussi tous ces microplastiques ou ces déchets qui touchent la ressource. Gilles Barato, vous êtes directeur ingénierie et soutien technique au développement pour Veolia Eau Région Méditerranée. Vous pourriez intervenir sur beaucoup de sujets parce que vous avez travaillé également au centre de Veolia et beaucoup de choses dans votre carrière, mais ces derniers temps, vous vous intéressez au plastique avec un projet qui s'appelle Mediplast et qui vise à mieux connaître la dispersion des microplastiques et la façon dont ils vont rejoindre le milieu naturel et bien entendu l'eau. Oui, bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Effectivement,
on a développé un projet qui s'appelle Mediplast sur les microplastiques avec l'aide de l'Agence de l'eau. C'est un projet, alors je vais vous faire la genèse. La genèse de ce projet a débuté à peu près dans les années 2017-2018. On a pris contact avec l'Agence de l'eau et on a mis à peu près 1 an à le monter avec eux. Et c'est à partir de 2019 qu'on a, avec leur soutien, on a monté ce projet en partenariat avec l'Université de Toulon, le laboratoire danois d'Alborg et la Fondation Tara. Donc Veoliao a lancé ce projet. Ce projet a un grand intérêt parce qu'on a voulu, au travers de ces expérimentations, couvrir vraiment toute la thématique des microplastiques dans les eaux usées eaux pluviales. Je m'explique, ce projet s'adresse vraiment à gérer tout le cycle de l'eau en partant du consommateur jusqu'au milieu naturel. On a voulu adresser les usines de traitement d'eau usée, les réseaux d'eau usée et les réseaux d'eau pluviale, ainsi que le milieu récepteur, en l'occurrence la mer et la mer Méditerranée. Hem, L'objectif donc de ce projet, il est multiple. Il est multiple dans le sens que, on a voulu quantifier les masses, en jeu, d'évaluer les méthodes analytiques en présence, les méthodes aussi d'échantillonnage parce qu'on est dans un domaine où on découvre tout en marchant. D'évaluer aussi l'impact écotoxicologique des microplastiques sur le milieu marin et de voir et de pouvoir, évaluer, la capacité de nos usines de traitement, justement à retenir ces microplastiques. Donc, au final, l'objectif, il est d'enrichir les connaissances sur les microplastiques d'une manière générale, d'enrichir les connaissances sur les techniques analytiques existantes, de trouver des solutions d'élimination efficaces, de caractériser ces microplastiques et de proposer aussi, très important, des solutions de sensibilisation auprès des citoyens en travaillant avec la fondation Tara. Alors, c'est ambitieux hein, parce qu'il faut aller chercher les microplastiques et pouvoir les étudier dans leur comportement à travers plein de vecteurs de diffusion. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Comment vous y êtes pris? Oui, alors je vais vous partager pour un peu fixer quelques idées. À l'issue de cette présentation, on vous partagera une série de slides pour vous présenter le projet. Mais pour ce qui est de la présentation, je vais faire des focus sur 2 ou 3 slides de cette présentation afin de fixer les idées. Donc je vais vous présenter, donc je pars en diaporama. Hop, Allez-y. j'y vais. Voir comment vous avez travaillé le sujet. Donc, c'est depuis 3 ans hein, que vous travaillez sur la thématique. Tout à fait. Avec le centre de recherche de Veolia qui s'appelle VE et également en partenariat avec la région PACA et l'université de Toulon. Donc et vous travaillez sur différents types d'usines. Tout à fait. Donc, vous voyez mon écran? On voit très, très bien. C'est parfait. D'accord, parfait. Donc, du coup, slide suivant. Hop là. Ce projet, donc, il a été adressé principalement sur le territoire de Toulon, donc la rade de Toulon. On s'est intéressé à 4 usines. Donc, on a voulu couvrir 3 usines qui étaient aux bordures de mer, de la mer Méditerranée qui donnait sur la rade de Toulon, et une 4e usine qui était plus à l'intérieur des terres. Sur ces 4 usines, on a voulu vraiment avoir une représentation du panel français des process existants. À savoir que sur les 3 usines qui sont au bord de mer, on s'est intéressé à avoir des grosses usines qui avaient un traitement de type décantation primaire avec derrière un traitement par biofiltre. On aurait pu avoir un autre traitement, mais l'important était de se focaliser aussi sur le pré-traitement, à savoir la décantation primaire. La 4e usine est une filière beaucoup plus classique qui représente vraiment le traitement des boues de stations d'épuration en France, qui est une boue activée classique, sans traitement primaire, derrière, en l'occurrence, avec un traitement tertiaire. Donc, ce qu'on a voulu vraiment démontrer, c'est qu'on couvrait un panel large de procédés en s'intéressant à ces usines de traitement. Par ailleurs, on a regardé aussi la présence de microplastiques dans les eaux usées au sein même des réseaux d'assainissement, ainsi qu'au niveau des réseaux d'eau pluviale. Et enfin, on a regardé au niveau des exutoires, au niveau de la mer, quelle était la présence en microplastiques. Donc je continue.
Comme le disait tout à l'heure monsieur Moulin, concernant le SRAS, concernant le Covid, l'échantillonnage et l'analyse, la méthode analytique est vraiment très, très, très importante. Pour les microplastiques, c'est la même chose. On a dû vraiment assister sur, déjà, établir un protocole d'échantillonnage vraiment, très détaillé et très large, qui pouvait couvrir vraiment, les différentes périodes de l'année. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à regarder, l'impact de la présence des microplastiques à différentes périodes de l'année. Donc on a choisi l'automne, le printemps et l'été. L'été, sachant qu'on est en bordure de mer et la période estivale draine beaucoup de personnes, de touristes et du coup potentiellement des microplastiques. Heu, Vous voyez, on a commencé en 2019. Malheureusement, avec toute cette situation sanitaire, heu, la période, enfin les échantillonnages ont été rendus très compliqués. Les analyses aussi, parce qu'il faut savoir qu'on travaille avec un laboratoire étranger qui est un laboratoire danois, le laboratoire d'Aalborg. Et ces problèmes ont occasionné quelques retards, ce qui fait qu'on devrait terminer notre projet, notre programme d'échantillonnage, pardon, d'ici la fin de l'année, fin 2021, début 2022. Alors, je vous parlais tout à l'heure de prélèvement et d'analyse. Alors, il faut savoir que dans les microplastiques, aujourd'hui, il n'y a pas de méthode normalisée. Donc, au démarrage du projet, il fallait vraiment s'atteler à travailler avec un laboratoire reconnu. En l'occurrence, le laboratoire d'Aalborg est un laboratoire qui travaille depuis 2010 sur ce sujet et ils ont développé une technique d'échantillonnage et d'analyse qui était éprouvée. C'est pour ça qu'on s'est associé à eux. Donc, pour faire vite, l'analyse des microplastiques est une analyse, l'échantillonnage des microplastiques peut se faire de deux manières différentes. Quand vous êtes en eau chargée, vous allez faire un prélèvement type classique, 24 heures avec des échantillonneurs type RSDE. Donc vous prélevez à moyen 24 heures. Et quand vous avez des effluents qui sont plus clairs ou alors des effluents tout simplement traités, on va regarder, là on va utiliser un appareil qui a été développé avec le laboratoire d'Aalborg, qui a un système de filtre qui est totalement en inox, qui a des filtres qui vont différer suivant la matrice qu'on a en présence, à savoir si vous travaillez sur une eau claire, vous allez prendre des mailles de tamis de l'ordre de 10 micromètres pour retenir toutes les particules qui, qui sont au-dessus de ce seuil de coupure. Et quand vous êtes en milieu haut de mer, vous allez travailler plus sur des filtres qui vont avoir la taille de 300 micromètres. Ensuite, vous allez avoir une série de préparations de l'échantillon, préparation biologique en mettant des enzymes, préparation physico-chimique en mettant des produits chimiques, par densitométrie. Et tout ceci pour arriver à une séparation des microplastiques. Des microplastiques, alors là, nous, on s'intéresse vraiment à la fraction qui va être en dessous de 500 micromètres. On compte, hein, on compte la partie qui est supérieure à 500 micromètres, mais c'est pas je dirais que ce n'est pas la complexité de la chose. On travaille vraiment entre 0 et 500 micromètres, et à partir de là, on va utiliser des techniques d'analyse spectrométrique de spectrophotométrique, qui vont vous permettre, par comptage et analyse de spectre, de différencier tel ou tel microplastique en termes de nature et de pouvoir identifier leur taille et de pouvoir aussi identifier leur nature. Voilà, je vais arrêter le partage. Donc, que pouvons-nous retenir de ce projet en fonction des premiers résultats que nous avons eus à ce jour? Tout d'abord, d'un point de vue de la nature chimique des microplastiques. On a constaté une certaine homogénéité dans les résultats, hein. On a des stations de nature différentes, mais globalement, les microplastiques rencontrés sont majoritairement des polyesters, des polyéthylènes et du polypropylène, qui représentent à peu près 75% de la part des microplastiques. Ça, c'est le premier point.
juste pour information, les polyesters représentent quand même 50%. Donc, on peut se poser la question d'où viennent ces polyesters? Probablement des habits, des fibres textiles. Ensuite, concernant la caractéristique, la taille de ces particules, on a constaté que aussi bien à l'entrée qu'à la sortie, la majeure partie des microplastiques avaient une taille inférieure à 125 micromètres. On est à plus de 80%, 90% de présence de microplastiques inférieure à 125 micromètres. D'où l'importance de l'analyse et l'échantillonnage, parce qu'on voit beaucoup dans la littérature des études qui ont été faites, mais il y a très peu d'informations sur la taille des microplastiques. On s'intéresse souvent à des microplastiques qui, je dirais, entre guillemets, sont des macroplastiques. Et nous, on a voulu vraiment s'intéresser à la fraction fine des microplastiques. D'autre part, concernant la performance des usines. Donc, on a pu évaluer quelles étaient les efficacités de ces différents traitements. Donc, pour mémoire, d'un côté, on a des stations d'épuration avec un traitement type évolué, traitement primaire physico-chimique, avant avec du pré-traitement. Derrière, un système biofiltre, mais qu'on aurait pu, en fin de compte, remplacer par un autre système de traitement. Parce qu'on voit que sur ces filières de traitement, la majeure partie des microplastiques est retenue par le traitement primaire, physico-chimique. On est à plus de 99% de rétention des microplastiques dans ces premiers étages de traitement. Pour la partie bout activé, où là, on n'a pas la présence de traitement primaire, et c'était volontaire, on a constaté que la filière biologique retenait quand même entre 85 et 90% quand même des microplastiques, ce qui est plutôt intéressant. Derrière, il faudra envisager de mettre en place probablement un système de type filtration mécanique pour justement retenir le complément pour atteindre des performances similaires aux 3 grosses usines de traitement dont je vous ai parlé. Enfin, à la sortie des usines, on peut constater que ce qui est positif quand même dans tout ça, c'est qu'à la sortie des usines, on peut constater que les concentrations en microplastiques sont très faibles. On est entre 1 à 3 particules de microplastiques par litre. Donc, les outils de traitement qu'on a aujourd'hui, les filières de traitement sont relativement efficaces pour freiner justement les microplastiques. Le débat qui va se poser, c'est demain, qu'allons-nous faire au niveau des réseaux d'eau usée qui normalement, en période de temps sec, les eaux usées vont directement vers les stations d'épuration. Mais en cas d'épisode pluvieux, par les réseaux d'eau pluviale et les eaux usées qui vont déverser, où vont aller ces microplastiques? Le débat se pose de que vont devenir ces microplastiques derrière pour aller vers le milieu naturel. Nous aurons, d'ici la fin de l'année, plus d'éléments concernant ces concentrations dans les eaux usées. Ce que je peux vous dire sur les eaux usées, les réseaux d'eaux usées, les campagnes qui ont été lancées, on a réalisé sur le périmètre de Toulon un diagnostic par l'amont pour essayer d'identifier toutes les catégories des activités qui pouvaient potentiellement polluer les eaux usées en microplastiques. On s'est intéressé à regarder les entreprises qui géraient des médicaments, qui géraient des cosmétiques, des textiles, blanchisserie, le secteur automobile aussi, tout ce qui est revêtement, peinture. Et du coup, on va comparer tous ces éléments par rapport à des eaux usées qui seront purement domestiques pour voir l'apport de ces activités sur les eaux usées d'une part et le milieu naturel d'autre part. Voilà les éléments dont je peux vous parler à cet instant. Si vous avez des questions. Merci. Oui, il y en a une à l'instant, Hakim Barak. Je ne sais pas si on la prend ou si nous roulons vers la conclusion, mais c'est vrai que les microplastiques, c'est un sujet qui est devenu de plus en plus sensible. Alors, Patrick Fresnel nous demande de clarifier la différence qu'il y a entre microplastiques et nanoparticules. Alors, nanoparticules, on va se situer en dessous du micromètre.
Alors, dans notre projet, on s'arrête théoriquement à 10 micromètres, parce que la taille de nos tamis est à 10 micromètres, mais par effet de capillarité, on arrive à retenir des microplastiques qui vont avoir la taille de 2, 3, 4 micromètres. Dans le cadre de ce projet, justement, avec l'Université de Toulon, l'Université de Toulon est en train de travailler sur une méthode analytique, justement, qui pourrait potentiellement identifier et quantifier les nanoplastiques. C'est une technique qu'ils sont en train de finaliser. Ils ont commencé par travailler sur des microbilles qu'ils ont créées, et derrière, ils vont regarder sur les eaux qu'on aura en sortie d'usine pour voir si on a la présence de nanoplastiques. Mais nous sommes encore au stade, là on est encore au stade exploratoire, hein, à ce niveau-là, hein. Voilà, sachant que vous l'avez souligné, Gilles Barato, c'est très intéressant de savoir ce qui se passe au niveau des stations d'épuration, mais qu'on a aussi des phénomènes où l'eau va directement dans le milieu naturel, hein, dès qu'il y a des orages. On sait que c'est là aussi où ça emporte le plus de résidus. Et là, on a effectivement un rejet dans le milieu naturel qui est massif, hein, qui ne passe pas par les stations d'épuration. Voilà. Dans les cas les plus extrêmes, on a parlé de la tempête Alex ce matin. Là, c'est des quantités de déchets faramineuses qui sont renversés dans le milieu naturel. Mais c'était intéressant de savoir comment les stations d'épuration fonctionnent et comment aussi on peut les améliorer pour traiter ces microplastiques. Et il y a notamment cette question de l'eau qui va dans les stations d'épuration, qui est l'eau de la machine à laver, hein, et notamment des textiles, savoir s'il faut changer nos habitudes aussi pour préserver l'eau. Il y a beaucoup de choses à travailler. Merci en tout cas. Alors, on regardera avec intérêt, on regarde avec intérêt l'issue de votre étude, hein, début 2022, quand il y aura des résultats. Merci également beaucoup à Mathieu Delahaye pour les explications fournies à propos de ces démarches d'économie circulaire autour des stations d'épuration. Et puis Laurent Moulin, qui nous a bien documenté sur tous les regards qu'on pouvait porter sur l'état de santé des populations et notamment la question de la charge virale. On voit que sur l'assainissement, il y a de nouveaux enjeux. Il y a peut-être aussi des opportunités à saisir, même si ça ne va pas nous affranchir de difficultés majeures on va devoir changer un peu nos habitudes quand même, hein, notamment avec les plastiques, à l'amont, Gilles Barato, je pense. Hein. Oui, Il y a tout à une fait. station d'épuration, mais il y a quand même des changements d'habitude à opérer.